Salut, je suis Théo. J'ai 26 ans et je travaille comme développeur web dans une petite agence digitale à Nantes, dans le quartier de l'île de Nantes. Rien d'extraordinaire, mais ça paie les factures. Et pour être honnête, j'aime bien l'ambiance décontractée. On est une équipe de 12 personnes dans un ancien entrepôt reconverti, avec des murs en briques rouges et des plantes vertes partout. J'ai rejoint l'agence il y a environ 3 ans, juste après mes études. Au début, c'était le chaos habituel des startups, horaires flexibles, baby-foot dans l'open space, réunions debout avec des post-it colorés. Mais petit à petit, on a trouvé notre rythme. L'agence s'appelle Pixel & Loire, un nom un peu ringard, je l'avoue, mais qui colle bien à notre style nantais. On fait principalement des sites web pour des PME locales, quelques apps mobiles, parfois un projet plus ambitieux pour la métropole. Mais cette histoire ne parle pas vraiment de mon travail ou de mes projets React. Elle parle de ma chef. Elle s'appelle Isabelle. Elle a créé l'agence il y a 8 ans, seule. Aujourd'hui, elle doit avoir dans les 40 ans, peut-être un peu plus. Je n'ai jamais été doué pour deviner l'âge, mais elle a cette assurance tranquille des femmes qui ont traversé des épreuves et qui ne parlent pas beaucoup de leurs blessures. Pendant longtemps, nos interactions se limitaient aux briefs de projets et aux points hebdomadaires. Elle était toujours professionnelle, bienveillante même, mais avec cette distance que gardent les bonnes dirigeantes. Le genre de chef qui ne fait jamais de favoritisme, qui traite tout le monde équitablement, mais qui ne laisse personne vraiment s'approcher. C'était très bien pour moi. J'avais mes codes à écrire, mes quelques rendez-vous Tinder qui ne menaient à rien de sérieux, et mes soirées Netflix. En plus, je me disais qu'elle préférait sans doute garder ses distances. Beaucoup de dirigeants font ça. Il y a environ 2 mois, tout a commencé à changer. C'était un jeudi soir de fin avril, une de ces soirées de printemps où il fait enfin assez doux pour s'installer sur les terrasses le long de la Loire. La plupart de l'équipe était déjà partie, mais j'avais voulu finir un déploiement avant le week-end. Oui, je sais, pas très malin de ma part, mais parfois, quand le code coule bien, on n'a pas envie de s'arrêter. Je venais de terminer mes tests, quand j'ai remarqué que la lumière du bureau d'Isabelle était encore allumée. Son bureau, c'est une petite pièce vitrée qui donne sur l'open space, avec une vue sur la Loire à travers les grandes baies vitrées. Normalement, elle éteint toujours en partant. Je me suis approché pour vérifier, pensant qu'elle avait oublié. Et là, je l'ai vue. Isabelle était assise à son bureau, immobile. Pas de clavier sous les mains, pas de téléphone à l'oreille, pas même un stylo. Elle regardait fixement par la fenêtre vers la Loire qui coulait tranquillement en contrebas. Elle avait l'air complètement absente, comme figée dans le temps. C'était étrange. Je ne l'avais jamais vue comme ça. D'habitude, elle était toujours en mouvement, une réunion, un coup de fil, en train de réviser un devis. Elle donnait toujours l'impression de maîtriser parfaitement son emploi du temps. Mais là, c'était différent. Puis j'ai remarqué la bouteille de vin à côté de son ordinateur, à moitié vide. Elle se servait un autre verre lentement, mécaniquement, comme si son corps était en pilote automatique pendant que son esprit était ailleurs. Je ne sais pas ce qui m'a poussé à frapper à sa porte. Peut-être l'instinct, ou peut-être que je ne supportais pas de la voir si seule. J'ai tapé doucement sur le cadre de la porte vitrée. « Tout va bien ?» Elle a tourné la tête lentement et m'a regardé. Pas d'expression particulière, ni triste ni en colère, juste fatiguée. Une fatigue profonde, celle qui vient de l'âme. Ses yeux semblaient épuisés, comme si elle n'avait pas vraiment dormi depuis longtemps. On s'est regardé quelques secondes, peut-être 3, peut-être davantage. Puis elle a hoché légèrement la tête, s'est levée sans dire un mot, et a éteint la lumière de son bureau. Elle a laissé le vin et le verre à moitié plein sur la table. Je suis resté là un moment, debout dans l'open space vide, à regarder sa silhouette disparaître vers l'ascenseur. Je l'avais vu faire ce trajet des centaines de fois. Bureau, couloir, ascenseur. Mais cette fois, c'était différent. Comme si j'avais entrappé quelque chose qu'elle gardait habituellement caché. Je suis rentré chez moi en tram, mais je n'arrivais pas à oublier cette image. Sa façon de bouger, ce silence, ce vin, ce regard dans ses yeux, ça m'est resté. Pas de manière romantique ou quoi que ce soit. C'était juste humain. Il y avait quelque chose de lourd, d'inexprimé. Le lendemain, j'ai pensé lui envoyer un message. Quelque chose comme « ça va ?» ou « besoin de parler ?» Mais je me suis ravisé. Je me suis dit que ça paraîtrait bizarre. Après tout, j'étais juste un développeur dans son équipe. Elle ne me devait rien. Le week-end est passé. Samedi, je l'ai croisée au marché de Talensac. Elle achetait des légumes, écouteurs aux oreilles. Ce regard absent que j'avais déjà remarqué. Dimanche, pareil au jardin des plantes, en jogging, toujours avec cette expression fermée. Mais cette image du jeudi soir, Isabelle seule, avec ce regard vide et cette demi-bouteille de vin, ne me quittait pas. Et c'est peut-être à ce moment-là que j'ai réalisé.
Ça fait 3 ans que je travaille pour cette femme, et je ne sais pratiquement rien d'elle. Pas vraiment. Pas encore. Exactement 5 jours plus tard, quelque chose s'est passé. Je me souviens précisément du moment. Je venais de terminer une session de debugging particulièrement pénible, et j'avais regardé l'heure sur mon écran avant d'aller me faire un café. Il était 22h47. J'étais encore au bureau, oui, encore une fois mauvaise habitude, quand j'ai entendu des pas dans le couloir. Pas les pas du vigile qui fait sa ronde, non. Des pas différents, plus hésitants. J'ai figé. Personne ne vient au bureau si tard, et je n'attendais certainement personne. Quand j'ai levé les yeux de mon écran, j'ai eu besoin d'un moment pour réaliser ce que je voyais. C'était Isabelle. Elle se tenait dans l'embrasure de la porte de l'open space, trempée par la pluie. Ses cheveux lui collaient au visage. Pas de maquillage. Ses yeux étaient rouges, pas comme si elle avait pleuré, mais comme si elle n'avait pas dormi depuis des jours. Elle n'a pas dit bonjour, n'a pas essayé de sourire. Elle m'a juste regardé et a dit calmement « Désolé de te déranger. Je ne savais pas vers qui me tourner. » Ces mots m'ont pris au dépourvu. Je veux dire, on se connaissait à peine sur le plan personnel. On n'était pas amis. Elle aurait pu appeler n'importe qui. Un proche, un taxi, n'importe quoi. Mais elle était là, trempée, dans notre bureau vide au milieu de la nuit. Puis elle a ajouté « Mon père a fait un AVC, il est aux urgences. » J'ai cligné des yeux, ne sachant pas trop comment réagir. « Tu veux qu'on y aille ?» ai-je demandé. Elle a hoché la tête à peine perceptiblement et a fait quelques pas dans l'open space. Elle tenait son téléphone comme si c'était la seule chose qui la gardait ancrée dans la réalité. Elle ne pleurait pas, ne tremblait pas, mais tout son corps était tendu, comme si elle se retenait par habitude. Elle m'a expliqué que l'hôpital avait appelé il y a environ 1 heure. Son père s'était effondré chez lui à Saint-Nazaire. Un voisin l'avait trouvé et avait appelé les secours. Il était vivant mais inconscient. L'hôpital était à une 40aine de minutes en voiture et elle ne voulait pas conduire seule. « Je sais que c'est tard », a-t-elle dit. Je n'arrivais juste pas à monter dans ma voiture. Alors j'ai marché jusqu'ici. Je lui ai dit que j'allais la conduire. Pas besoin de réfléchir. J'ai pris ma veste, attrapé mes clés, et on y est allé. Il pleuvait encore fort. Pas un orage, mais cette pluie régulière qui fait briller les rues comme des miroirs. Les essuie-glaces bougeaient dans un rythme lent et régulier qui remplissait le silence entre nous. Elle ne parlait pas beaucoup pendant le trajet, regardait juste par la vitre. De temps en temps, elle vérifiait son téléphone, mais il n'y avait rien de nouveau. Au bout d'un moment, j'ai mis un peu de musique juste en fond, principalement instrumentale. Elle a jeté un coup d'œil à l'écran de mon autoradio et a dit « C'est la BO de R ». J'ai hoché la tête. « Ouais, tu connais ? Un de mes films préférés. » C'était la première fois que je l'entendais parler de quelque chose de personnel. Je lui ai dit que c'était aussi un de mes films favoris. On a discuté 1 minute de la bande-son, de comment elle rendait le film encore plus intense, comment les moments silencieux en disaient plus que la plupart des dialogues. Elle a dit quelque chose qui m'est resté en tête. Parfois, le silence est la seule chose qui semble honnête. On est arrivé sur le parking de l'hôpital juste avant minuit. Elle m'a demandé si je pouvais attendre dans la voiture, au cas où elle devrait repartir rapidement. Je lui ai dit que j'étais là. Elle est entrée, son pull encore humide, serrant son téléphone comme une bouée de sauvetage. Je l'ai regardée passer les portes automatiques, les épaules relevées, comme si elle se préparait à recevoir de mauvaises nouvelles. Je suis resté dans la voiture 1 demi-heure, peut-être plus. Je n'ai pas regardé mon téléphone, n'ai pas allumé la radio. J'ai juste fixé l'asphalte mouillé. Les lampadaires projetaient de longues réflexions sur le sol. Je ne savais pas exactement pourquoi, mais j'avais l'impression que je devais rester. Pas pour jouer les héros, juste pour être là. Finalement, elle est revenue, les mains dans les poches. Elle n'a rien dit en montant côté passager, s'est contentée de regarder droit devant. Puis, après un moment, elle a finalement parlé. Il est stable. Ils ne sont pas sûrs qu'il va se réveiller, mais il est stable. Sa voix a légèrement tremblé sur le mot « réveiller ». Elle a pris une inspiration un peu saccadée. Je pensais que je ne pleurerais pas, mais si j'ai pleuré, c'était tout, avant qu'elle ne retombe dans le silence. Je ne l'ai pas pressée de donner des détails. J'ai juste démarré la voiture et l'ai ramenée. Quand on est arrivé devant son immeuble dans le centre-ville, je l'ai accompagnée jusqu'à l'entrée. Elle s'est tournée vers moi et a dit « Merci de m'avoir conduite et de ne pas avoir posé 1000 questions ». J'ai haussé légèrement les épaules. Parfois, c'est la meilleure façon d'aider. Elle m'a regardé un long moment. Pas tout à fait un sourire, mais presque. Puis elle a ouvert la porte et est entrée. Je suis resté quelques instants devant son immeuble avant de rentrer chez moi. Une fois chez moi, je me suis affalé sur mon canapé et j'ai essayé de reprendre ma série là où je l'avais arrêtée, mais je n'arrivais pas à me concentrer. Tout ce à quoi je pensais, c'était à ce qu'elle avait dit. Je ne savais pas vers qui me tourner. 3 ans à travailler ensemble, des centaines de briefs,
de points d'équipe, de bonjour et de bonnes soirées. Et c'était notre première vraie conversation. Et quelque chose dans tout ça me semblait différent, comme si quelque chose avait discrètement bougé entre nous. Quelques jours ont passé depuis cette nuit, depuis l'hôpital, depuis le trajet. Après ça, Isabelle a pris quelques jours de congé. L'agence tournait au ralenti, Thomas, notre directeur technique, gérait les urgences. Je voyais sa voiture garée devant son immeuble quand je passais en tram, mais elle ne venait pas au bureau. Pas de mail, pas d'appel, rien. C'était comme si elle avait disparu dans son appartement. Et une partie de moi se demandait si j'avais franchi une ligne. Peut-être qu'elle regrettait d'être venue me voir. Peut-être qu'elle se sentait maintenant mal à l'aise. J'essayais de chasser cette pensée, me disant que j'interprétais trop. On ne se connaissait pas bien. Elle ne me devait rien. Pourtant, je ne serais pas honnête si je disais que je n'étais pas un peu curieux. Peut-être même plus que ça. Puis, un lundi matin, alors que j'arrivais au bureau avec mon café habituel de chez Lulu la Nantaise, j'ai vu de la lumière dans son bureau. Elle était revenue. Je me suis installé à mon poste. J'ai ouvert mon IDE, mais je n'arrêtais pas de jeter des coups d'œil vers son bureau vitré. Elle avait l'air différente, plus calme qu'avant, mais aussi plus fragile. Vers midi, elle est sortie de son bureau et s'est dirigée vers moi. « Théo, tu veux qu'on aille déjeuner? J'ai besoin de sortir d'ici. » Je n'ai pas hésité une seconde. Bien sûr, on est allé au petit bistrot sur le quai de la Fosse, celui avec la terrasse qui donne sur la Loire. C'était la première fois qu'on déjeunait ensemble, juste nous deux. Normalement, les déjeuners d'équipe, c'était dans l'open space avec des salades César et des débats sur les frameworks JavaScript. On s'est installé à une table près de l'eau. Elle a commandé une salade niçoise, moi un croque-monsieur. On a bu du café, beaucoup de café. Au début, on a parlé de choses banales. L'agence, les projets en cours, la météo capricieuse de mai. Puis, sans transition, elle a dit « Mon père va mieux. Il s'est réveillé hier. » J'ai souri. « C'est une bonne nouvelle. » Ouais, elle a touillé son café. On ne s'était pas parlé depuis 2 ans. Je l'ai regardé, attendant la suite. Après la mort de ma mère, on s'est disputé. Enfin, disputé. C'est un grand mot. Lui a dit des choses. Moi, j'ai arrêté de répondre au téléphone. Elle a pris une gorgée de café avant de continuer. Il me reprochait d'avoir créé l'agence au lieu de me marier et d'avoir des enfants. Pour lui, une femme de 40 ans sans famille, c'est un échec. J'ai grimacé. Il a dit ça, entre autres choses. Elle a eu un rire un peu amer. Le truc, c'est que j'ai été marié, pendant 5 ans, avec Julien, mon associé de l'époque. Je ne savais pas quoi répondre. Elle a continué. On a créé l'agence ensemble, en 2015. Lui s'occupait du commercial, moi du créatif et de la tech. Ça marchait bien. On était une bonne équipe, au travail et dans la vie. Elle a marqué une pause, regardant les péniches qui passaient sur la Loire. Il est mort dans un accident de voiture en 2019. Un camion qui a grillé un feu rouge sur le périph' parisien. Il revenait d'un rendez-vous client. Les mots sont sortis simplement, factuellement. Elle n'essayait pas d'être dramatique. Elle posait juste les pièces d'une histoire qu'elle gardait habituellement pour elle. Après ça, mon père m'a dit que je devrais vendre l'agence, retourner vivre à Saint-Nazaire près de lui, que je n'avais rien à faire toute seule à Nantes. J'ai secoué la tête. Et tu as dit non. J'ai dit non. Alors il a arrêté de me parler. On est resté silencieux un moment. Le soleil commençait à percer les nuages au-dessus de la Loire. Je ne regrette pas, a-t-elle ajouté. L'agence, c'est ce qui m'a sauvé. Vous, l'équipe, les projets, ça m'a donné une raison de me lever le matin. Elle m'a regardé. L'autre soir, quand je suis venu te voir, j'aurais pu appeler un taxi, ou Thomas, ou n'importe qui d'autre. Pourquoi tu ne l'as pas fait? Parce que tu ne poses pas de questions inutiles, et que tu ne me regardes pas avec pitié. C'est drôle, mais cette phrase m'a touché plus que je ne l'aurais cru. Après le déjeuner, on est rentrés au bureau ensemble. L'ambiance avait changé. Pas de manière radicale, on n'était pas soudainement devenus meilleurs amis, mais il y avait moins de distance professionnelle entre nous. Elle a commencé à me demander mon avis sur des projets, pas juste techniques, mais créatifs aussi. Parfois, elle passait près de mon bureau pour discuter d'un client difficile, ou d'une idée qu'elle avait eue. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était différent. Environ 1 semaine plus tard, j'ai reçu un message sur Slack vers 18h30. C'était d'Isabelle. « Tu veux aller boire un verre après le boulot? J'ai besoin de décompresser. » La plupart de l'équipe était déjà partie. J'ai répondu oui sans réfléchir. On est allé au Nid, ce bar au 32e étage de la Tour Bretagne, avec vue sur toute la ville. Pas très original comme choix, mais Isabelle voulait voir loin, comme elle disait. On s'est installé près des baies vitrées, avec Nantes qui s'étalait à nos pieds. Elle a commandé un gin tonic, moi une bière.
Thomas m'a dit que tu avais refusé la proposition de Lemon Interactive, a-t-elle dit après avoir bu une gorgée. Lemon Interactive, c'était une grosse boîte parisienne qui m'avait contacté sur LinkedIn. CDI, salaire plus élevé, télétravail partiel. Ouais, j'ai refusé. Pourquoi? J'ai réfléchi. Paris, c'est pas pour moi. Et puis j'aime bien l'équipe ici. Elle a souri. Même avec une chef bizarre qui débarque au bureau la nuit. Surtout avec une chef bizarre qui débarque au bureau la nuit. On a ri tous les deux. Le soleil se couchait sur la Loire, et les lumières de la ville commençaient à s'allumer. On a parlé de plein de choses. De films, de musique, de Nantes qu'on aimait tous les deux, de ces endroits qu'on découvre après des années à habiter quelque part. Elle m'a raconté qu'elle vivait dans son appartement du centre depuis 8 ans, mais qu'elle n'avait jamais pris le temps d'explorer vraiment la ville. Trop occupée à faire tourner l'agence. Moi, je lui ai parlé de mes balades à vélo le long de l'Erdre, de mes spots préférés pour coder tranquille quand j'ai besoin de changer d'air, du marché de Talensac le samedi matin, de la librairie Vent d'Ouest où je traîne parfois. À un moment, elle a posé son verre et m'a dit « Tu sais ce qui est bizarre? Ça fait 3 ans qu'on travaille ensemble, et j'ai toujours pensé à toi comme le développeur discret avec les bonnes idées. Je ne savais même pas que tu faisais du vélo. » J'ai souri. Et moi je pensais que tu étais juste la chef perfectionniste qui ne dort jamais. Je ne dors effectivement pas beaucoup, a-t-elle dit avec un petit rire. Ça se voit. On est resté là jusqu'à la fermeture. Pas de gestes déplacés, pas de flirt. Juste 2 personnes qui se découvraient au-delà de leur rôle professionnel. Quand on est sorti, il y avait cette fraîcheur de fin de soirée nantaise. Elle a proposé qu'on marche un peu avant de rentrer. On a longé la Loire sans parler beaucoup, juste en profitant de la ville qui se calmait. Merci, a-t-elle dit quand on s'est séparés près de la station de tram. Pourquoi? Pour ne pas faire de ça quelque chose de compliqué. Je n'ai pas vraiment su quoi répondre à ça. Le vendredi suivant, quelque chose d'inattendu s'est produit. J'étais en train de débugger un problème de responsive design particulièrement vicieux quand Isabelle est sortie de son bureau, l'air sombre. Elle s'est dirigée directement vers moi. « Théo, je dois partir, mon père. » Elle n'a pas fini sa phrase, mais j'ai compris. « Il faut que j'aille à Sainte-Nazaire. Tu peux prévenir l'équipe que je serai absente lundi? » « Bien sûr. Tu veux que je t'accompagne? » Elle m'a regardé surprise. « Tu ferais ça? Si tu veux. » Elle a réfléchi quelques secondes, puis a hoché la tête. « Oui, ça m'aiderait. » 1 heure plus tard, on était dans sa Clio, en route vers Saint-Nazaire. L'atmosphère était différente de l'allée à l'hôpital. Plus calme mais aussi plus lourde. Elle m'a parlé de son père pendant le trajet. Michel, 68 ans, ancien ouvrier des chantiers navals. Un homme dur qui ne montrait jamais ses émotions, qui considérait la réussite professionnelle de sa fille comme une façon de snober ses origines. Il voulait que je reste près de lui après le lycée, que je trouve un travail normal à Saint-Nazaire. Quand j'ai eu mon BTS et que j'ai voulu continuer mes études à Nantes, il l'a mal pris. Et ta mère? Maman me soutenait. Elle comprenait. C'est pour ça que sa mort nous a encore plus séparés. On n'avait plus personne pour faire le lien. On est arrivé à l'hôpital en fin d'après-midi. Michel était conscient mais faible. Un homme maigre aux traits tirés qui ressemblait à Isabelle autour des yeux. Je suis resté dans le couloir pendant qu'elle lui parlait. À travers la porte entr'ouverte, je l'ai entendu lui dire qu'elle lui pardonnait, qu'elle ne lui en voulait pas, qu'elle l'aimait malgré tout. Il est mort doucement le soir même. Isabelle tenait sa main. On a passé la nuit dans un hôtel près du port. 2 chambres séparées, bien sûr. Le lendemain, elle s'est occupée des formalités, des papiers, de l'organisation des obsèques. Je l'ai accompagnée chez lui pour récupérer des affaires. Une petite maison de ville typique de Saint-Nazaire, propre et spartiate. Ça sentait le tabac froid et la solitude. Dans le tiroir de sa table de chevet, elle a trouvé une lettre avec son nom dessus. Elle l'a lue devant moi, assise sur le lit de son père. C'était court, une excuse, simple et directe. Pas de longues explications, juste « Je ne savais pas comment être un père. Je t'ai aimé. Je ne savais juste pas comment le montrer. » Quand elle a fini de lire, elle a replié la lettre lentement, l'a rangée dans son sac et a appuyé sa tête contre mon épaule. On est resté comme ça longtemps. Quand on est rentré à Nantes, quelque chose avait encore changé entre nous. Pas de manière romantique, spectaculaire, mais de façon plus profonde et plus solide. Il y avait maintenant de la confiance. Pas seulement dans les mots, mais dans la présence. Elle a commencé à me confier plus de responsabilités au bureau. Parfois, on déjeunait ensemble sans raison particulière. Elle m'a aidé à négocier une augmentation que je n'osais pas demander. Moi, je l'ai aidé à réorganiser l'architecture technique de nos serveurs. Un soir, on travaillait tard tous les deux sur une proposition commerciale importante. Il devait être 21 heures passées, l'open space était vide. « Tu as faim ?» m'a-t-elle demandé. « Un peu. On commande des sushis ?»
C'est devenu notre rituel. Les soirs de rush, au lieu de partir chacun de son côté, on commandait à manger et on finalisait les projets ensemble. Rien d'extraordinaire, mais quelque chose de confortable et d'honnête. Un soir de juillet, alors qu'on venait de décrocher un gros contrat avec la mairie, elle m'a dit « Tu sais, ce projet, on ne l'aurait jamais eu sans tes idées sur l'UX. C'était un travail d'équipe. Non, c'était toi. Tu as une façon de voir les choses que les autres n'ont pas. » Elle a marqué une pause. J'aimerais qu'on soit associés. Officiellement. J'ai levé les yeux de mon écran. Sérieusement? Sérieusement. 30-70 pour commencer. Le temps que tu apprennes la partie business. Qu'est-ce que tu en dis? Je n'ai pas réfléchi longtemps. Je dis oui. On n'est jamais devenu un couple. Pas officiellement. Il n'y a pas eu de baiser hollywoodien. Pas de grande déclaration d'amour. Mais ce qu'on a trouvé, c'est mieux. Quelque chose de stable et d'authentique. Une partnership qui va au-delà du professionnel, sans pour autant tomber dans le cliché. Quelques mois plus tard, j'ai déménagé dans un appartement plus grand, dans le même quartier qu'elle. On se voit régulièrement en dehors du travail maintenant. Des dîners, des verres, de longues promenades le long de l'Erdre où aucun de nous ne pense à regarder son téléphone. Les gens nous demandent parfois comment on en est arrivé là, comment on est passé de chef employé à associé et ami proche. Et je réponds toujours la même chose. Elle était ma chef pendant 3 ans, mais je ne l'ai vraiment rencontrée que le soir où je l'ai vraiment rencontrée. Et c'est la vérité parce que parfois il faut qu'il pleuve pour que les gens se trouvent vraiment. Un jour, on était en train de déjeuner sur la terrasse du bureau. On avait aménagé un petit espace sur le toit avec vue sur la Loire, et il s'est mis à pleuvoir. Une averse soudaine, comme ça arrive souvent à Nantes. On a couru se réfugier sous l'auvent, trempés et en riant comme des gamins. On a été pris par la pluie, j'ai dit en m'essuyant les cheveux avec ma veste. Isabelle m'a regardé avec ce sourire que j'avais appris à reconnaître, celui qu'elle gardait pour les moments vrais, sans filtre professionnel. Tu sais quoi? C'était un signe. Un signe de quoi? Elle a regardé la pluie qui tombait sur les toits de Nantes, puis elle s'est tournée vers moi. Que parfois, il faut se faire surprendre par les éléments pour réaliser qu'on était exactement là où on devait être. J'ai souri, très philosophique pour un vendredi midi. C'est l'influence de mon associé. Il m'apprend la zen attitude. On est resté là, à regarder l'averse transformer la Loire en surface brillante, à écouter le bruit de l'eau sur les ardoises nantaises. Et je me suis dit que c'était exactement ça. Parfois la vie vous prend par surprise, vous trempe jusqu'aux os, et vous réalisez que vous étiez en train de vivre exactement le bon moment, avec exactement la bonne personne, au bon endroit. L'agence continue de grandir. On vient d'embaucher 2 nouveaux développeurs et une graphiste. Isabelle gère toujours la stratégie et les gros clients. Moi je m'occupe de plus en plus de la partie technique et créative. On fait une bonne équipe. Elle dort mieux maintenant. Pas parfaitement. Elle reste quelqu'un d'anxieux de nature, mais mieux. Elle a recommencé à lire, à aller au cinéma, à profiter de Nantes autrement qu'en courant d'un rendez-vous à l'autre. Parfois, le jeudi soir, quand l'équipe est partie et qu'on finit un projet tous les deux, elle sort une bouteille de vin, pas pour se saouler ou noyer ses pensées, juste pour marquer le coup, pour célébrer. La dernière fois, on était resté sur la terrasse jusqu'à tard, à parler de l'évolution de l'agence, des projets qu'on aimerait développer, de cette idée qu'on a de créer un incubateur pour les startups locales. Tu sais ce qui me plaît le plus dans tout ça? M'a-t-elle dit. Quoi? C'est qu'on a construit quelque chose ensemble sans que ce soit calculé, sans qu'aucun de nous deux planifie quoi que ce soit. J'ai hoché la tête. Ça s'est fait naturellement, comme une évidence. Et c'est vrai, rien de ce qui nous est arrivé n'était prévu. Ni cette nuit à l'hôpital, ni nos déjeuners au bord de la Loire, ni cette partnership professionnelle qui est devenue une amitié profonde, ni cette confiance qui s'est installée entre nous. Tout ça s'est construit petit à petit, conversation après conversation, moment de silence après moment de silence, comme ces relations qui durent parce qu'elles ne forcent rien. Il y a quelques semaines, on a fêté les 3 ans de ma collaboration à l'agence. Toute l'équipe était là, on avait loué un bateau pour descendre la Loire jusqu'à l'estuaire. Ambiance décontractée, musique, barbecue sur le pont. À un moment, je me suis retrouvé à côté d'Isabelle à la proue, à regarder les paysages défiler, les prairies, les petits villages, les châteaux au loin. « Tu es content d'être resté ?» m'a-t-elle demandé. « Très. Même si Paris t'aurait offert plus d'opportunités, Paris m'aurait offert un meilleur salaire et un plus gros titre sur LinkedIn. Mais pas ça. » J'ai fait un geste vers l'équipe qui rigolait derrière nous, vers la Loire qui coulait tranquille, vers elle. Pas cette histoire qu'on est en train d'écrire ensemble. Elle a souri, ce sourire complice qu'on développe avec les gens qui nous connaissent vraiment. « D'ailleurs, j'ai une proposition à te faire, » a-t-elle dit. « Je t'écoute. 50-50. Partnership complète.
Ton nom sur la façade avec le mien. J'ai tourné la tête vers elle. Tu es sûre? Certaine. Tu es prêt? Depuis longtemps. On s'est serré la main, là, sur ce bateau qui naviguait vers l'océan. Un accord simple, entre deux personnes qui se font confiance. Le bateau nous a ramenés à Nantes au coucher du soleil. La ville s'illuminait progressivement, avec cette lumière dorée qui rend tout magique. L'équipe était un peu fatiguée, apaisée par la journée sur l'eau. Quand on a accosté au hangar à Bananes, tout le monde s'est dispersé doucement. Isabelle et moi, on a marché ensemble vers le centre-ville, sans se presser. « Tu te rends compte qu'on va devoir changer tous les documents officiels ?» m'a-t-elle dit. « Et le site web, et les cartes de visite. Et expliquer à tous nos clients que le petit développeur discret est maintenant co-dirigeant. » Elle a ri. Le petit développeur discret qui pose les bonnes questions au bon moment. On s'est arrêté devant son immeuble. Moment un peu étrange, comme chaque fois qu'on se quitte après avoir passé une journée ensemble. On n'est ni des collègues, ni un couple, ni vraiment des amis classiques. On est quelque chose d'autre, quelque chose qu'on a inventé. Théo? Ouais? Cette nuit où je suis venu te voir au bureau, je ne t'ai jamais demandé pourquoi tu étais là si tard. Tu veux savoir? Maintenant, oui. J'ai réfléchi. J'avais remarqué que ton bureau était encore éclairé le jeudi d'avant. Tu avais l'air perdu. Je me suis dit que si ça recommençait, je resterais tard, au cas où. Elle m'a regardé avec une expression que je n'avais jamais vue. Tu es resté au bureau jusqu'à 23 heures au cas où j'aurais besoin d'aide? Ouais. Stupide, hein? Non. C'est la chose la moins stupide qu'on ait jamais faite pour moi. Il y a eu un moment de silence. Pas gênant, juste plein. Bonne nuit, associé, a-t-elle dit finalement. Bonne nuit, associé. Aujourd'hui, quand les gens me demandent comment Isabelle et moi on en est arrivés là, je leur raconte cette histoire. Comment parfois les rencontres les plus importantes se font avec des gens qu'on connaît déjà, mais qu'on n'avait jamais vraiment vus. Comment il suffit parfois d'un soir de pluie, d'un moment de vulnérabilité, d'une question simple comme « tout va bien ?» pour que tout change. Comment on peut travailler avec quelqu'un pendant des années et ne le découvrir vraiment qu'à l'instant où on arrête de jouer nos rôles. Et comment, au final, les meilleures histoires ne sont pas celles qu'on planifie, mais celles qui nous arrivent pendant qu'on est en train de vivre autre chose. Pixel un Loir, enfin, Pixel un Loir, Gauthier un Moreau, maintenant, continue de grandir. On déménage bientôt dans des locaux plus grands, toujours sur l'île de Nantes, avec une vraie terrasse et une vue encore plus belle sur la Loire. L'équipe nous fait confiance, les clients nous respectent. Et Isabelle et moi, on a trouvé cet équilibre rare entre l'amitié profonde et la collaboration professionnelle efficace. Parfois, le soir, quand on ferme le bureau ensemble, je repense à cette phrase qu'elle avait dite « Parfois, le silence est la seule chose qui semble honnête ». Et je me dis que c'est peut-être ça, la base de toutes les bonnes relations, savoir quand parler, et surtout, savoir quand se taire, savoir être présent sans envahir, savoir écouter sans juger. Savoir qu'on a été pris par la pluie ensemble et que c'était effectivement